Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée 100%. Et j'en profite pour féliciter Hervé 1978 qui a été le premier à trouver le titre de la vidéo cette semaine. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous le savez, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer les notifications afin de recevoir une notification justement dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République, avec qui nous avons animé une émission très sympa. D'ailleurs, il y avait beaucoup de participation hier soir. Donc voilà, Trade République, c'est évidemment on ne le présente plus, le courtier très célèbre qui désormais propose deux choses, évidemment d'acquérir des morceaux, des fragments d'obligations et qui rémunère en plus le cash à hauteur de 4% jusqu'à 50 000 euros. Et puis le logiciel que j'utilise, vous le connaissez, c'est bien évidemment ProRealTime qui est mon outil technique. Pour celles et ceux qui l'ont loupé, et je vous remercie d'ailleurs pour elle a fait vraiment un carton au niveau des commentaires. Il y a eu, je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de commentaires ces derniers mois. La vidéo spéciale investisseur USA, donc qui est disponible, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc vous pouvez y aller avec les zones. Il y a eu une quarantaine de titres au final présentés. Donc n'hésitez pas, et puis vu les retours positifs, évidemment, on ira très certainement sur une deuxième édition un petit peu différente. On est en train de voir peut-être investisseurs, mais pas QS, peut-être voir si d'ici la fin de l'année, on peut pas aller sur un petit peu plus de fondamental. Je sais que vous aimez le fondamental, je sais que beaucoup le demandent, donc on ira pourquoi pas sur un mixte avec peut-être un intervenant qui viendra me filer un coup de main pour apporter un petit bonus. Allez, on attaque avec le programme, évidemment chargé, le programme de cette émission, donc 100%. Donc le titre de cette vidéo c'est Blood Simple, en français 100%, LVMH. Au programme on a beaucoup de grosses, LVMH, on fait le suivi depuis un petit moment, Pernod Ricard, Kering, Christian Dior, Rémy Cointreau, Interparfum, des valeurs qui ont quand même énormément baissé, Elia Group également, SES, Imagotag, on avait proposé un plan il y a 2 semaines, puisqu'on ne s'est pas vu la semaine dernière, donc le plan a toucher un objectif d'ailleurs. SMCP, on verra un petit peu, qui commence à donner des signaux un petit peu plus positifs. Essilor, toujours une valeur aussi également intéressante. Société Générale qui a beaucoup chuté en début de semaine, qui est bien reprise. Et puis on ira voir une petite valeur Carmat et une plus grosse Sanofi avant d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, nous verrons des grosses. Nous verrons Apple, nous verrons Tesla et nous verrons Microsoft avant, comme d'habitude, même si vous le savez c'est un petit peu plus difficile là depuis quelques semaines, de vous proposer quand même une configuration à suivre pour la semaine prochaine ou les prochaines semaines. Bien évidemment, on fera comme d'habitude et on va commencer par le CAC et le CAC Small qui sont bien évidemment qui guident les marchés. Donc le CAC 40 qui revient pour la 1, 2, 3, 4, 5e fois sur son support oblique, on vous le propose depuis bien longtemps maintenant. Pas de surprise, alors on casse potentiellement effectivement la M200, mais pour moi c'est pas forcément significatif, puisqu'on le voit précédemment, on l'avait cassé aussi, ça nous a pas empêché de rebondir. Pour moi c'est vraiment ce niveau là de support oblique qui fait support, et je pars du principe que tant qu'on tient donc les 7100 points grosso modo à court terme, on préserve l'essentiel, même si évidemment c'est dégradé. Si on lâche, en revanche, voilà, je vais pas vous refaire ce que je vous dis depuis un petit moment, si on lâche pour moi, ce sera direction la zone, très certainement cette zone ici, là, la zone des 7000, voire légèrement en dessous, et si après ça lâche également, on aura la grosse zone qui sera effectivement cette zone ici, là, la zone des 6700, 6800, mais voilà, encore une fois, n'anticipons pas trop vite tout.
hein, comme je le vois. Oui, effectivement, c'est fragile. Oui, c'est fragilisé. Oui, on a un mois de septembre, mais c'était prévu, entre guillemets. Hein, il n'y a pas de grande surprise. On a un mois de septembre plus difficile. Ceci étant, pour un mois de septembre plus difficile, nous sommes déjà le 22. Et le CAC n'a baissé que sur ses tops de 5,26%. C'est pas non plus la catastrophe, sachant que nous avions progressé entre les plus bas de septembre 2022 et les plus hauts de avril 2023, nous avions progressé de 34%. Donc lorsqu'on trace des retracements de Fibonacci, hein, on s'aperçoit qu'on n'est même pas encore revenu sur le premier niveau de retracement des 38,2 et que même si on revenait à tracer 50% de ce mouvement-là, ça nous reporte quand même à 6006. Donc on reviendrait même sur les 6600 points, on ne pourrait pas parler de retournement. Maintenant, effectivement, je vous l'ai présenté, vous le savez, je vous remonte toujours les mêmes graphes, mais effectivement, on est pour moi quand même sur une zone énorme de résistance. Toute la question pour moi est de savoir en fait, et c'est très exactement ce qu'on fait, lorsqu'on arrive sur des zones de résistance, c'est soit comme on l'avait ici en 2022, pouf, tout de suite, on a un sell-off très puissant, soit on a effectivement une respiration, et puis on a une congestion qui se met en place. Et c'est là que c'est intéressant de regarder, parce que tout est possible dans ce marché-là, et cette congestion, si elle casse par le haut, attention, on peut avoir aussi un effet exponentiel, d'accord? Donc tout est possible dans ce marché-là, c'est pas mon scénario privilégié, hein, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème, voilà. Mais encore une fois, si à un moment donné, le CAC se reprend et décide de repasser, notamment au-dessus de sa moyenne mobile à 10 jours, etc., bon, écoutez, on repassera effectivement acheteur. Bon, là, c'est pas le cas, on est plutôt prudent, ça fait de longues semaines qu'on est plutôt prudent. Cette figure-là, je l'ai dit, je le répète, je ne sais pas où elle va sortir. Par contre, ce que je peux vous dire avec pas mal de certitude, c'est que cette figure-là a de très grandes chances de nous annoncer un mouvement avec beaucoup de volatilité. Pourquoi? Parce qu'on a une grande contraction de la volatilité. Lorsqu'on a des grandes contractions de la volatilité, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des moments qui sont en général assez rares. Hein. C'est assez rare qu'on ait des congestions. On en avait une petite ici, mais voilà, globalement, c'est pas des choses. Voyez, on en avait une ici, là, notamment. Voilà, c'est des mouvements qui sont assez rares sur les indices, mais lorsque généralement ces congestions cassent par le haut ou par le bas, on a derrière des gros mouvements. On en avait eu ici aussi également. Voilà, mais d'aussi belles que celles qu'on a en ce moment. Très franchement, il n'y en a pas eu beaucoup par le passé. Lorsqu'on regarde, en général, c'est beaucoup plus volatile que ça. Vous voyez, donc, bon, ce que moi je pense, c'est que effectivement, ce marché-là nous prépare un mouvement d'ampleur, donc il faut s'y préparer, il faut se le dire, il faut se dire qu'effectivement, très certainement, nous aurons un mouvement avec de la violence, donc prudence et surtout, voilà, s'y préparer dans les tailles de position, dans notre money management, etc., etc. Là où je vous avais dit il y a 2 semaines que j'avais des inquiétudes, et elles ont été confirmées. Donc, comme d'habitude, j'essaie de toucher le moins possible mes graphiques. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous avais dit, voilà, on était ici. On était sur le vendredi 8 septembre, hein, bien évidemment, vous pouvez reprendre les vidéos, j'efface rien. Je vous avais dit, voilà, les probabilités qu'on fasse un pullback pour revenir chercher le comblement de ce gap-là sont importantes. C'est très exactement ce qu'on a fait. On a fait le pullback pile poil aux alentours des 11 876 points et derrière, bouf, accélération à la baisse. C'est un mini crash. Hein. C'est un mini crash. Il faut pas s'en cacher. Quand on a des smalls qui perdent entre le 31 juillet et le 21 septembre, donc en un mois et demi, on a un indice des small cap qui perd plus de 10%. C'est un mini crash. En tout cas, c'est une correction violente, d'accord? Donc voilà, c'est la réalité du marché. Les indices, notamment le CAC, survit parce que pour le moment, même si on le verra action par action, on a encore quelques titres qui résistent, les bancaires notamment, le pétrole et Total notamment, on a encore même le luxe qui a certes corrigé quand même pas mal, même LVMH, mais qui quand même tient encore le coup parce qu'il y a des acheteurs. Pour le reste, lorsque l'on regarde à côté, action par action,
on est obligé de constater que quand même, globalement, c'est pas bon, voire pas bon du tout, d'accord? Est-ce que ça va se reprendre? Peut-être, mais en tout cas, quand on voit ce genre de graphique-là, voilà. Alors, autant le CAC a baissé de 5% et devrait faire en gros 5-6% de performance pour pouvoir revenir sur ses plus hauts historiques, autant le CAC Small, lui, il faudrait qu'il fasse une performance de plus de 35% pour revenir sur ses plus hauts historiques. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre le marché des grandes capitalisations. Et encore, dans les grandes capitalisations, je mettrai quelques secteurs dans les grandes capitalisations. Et à côté, le marché des small caps qui, lui, globalement, se fait désosser. Donc voilà, grosso modo l'idée, à savoir quand même que si, voilà, aujourd'hui, si le CAC Small venait à perdre 8 à 9% de plus, eh bien nous reviendrons sur les niveaux de mai 2007. Vous rendez-vous compte, donc ça fait quand même, si je ne m'abuse, un peu plus de 16 ans finalement que le CAC Small n'aura quasiment rien fait. C'est absolument délirant, hein, soyons très honnêtes. Alors, alors voilà, c'était la question qu'on me demandait sur Twitter, et j'avais promis de répondre dans cette vidéo, donc je vais garder ce que je dis depuis un petit moment. Hein. Quelqu'un me disait, est-ce que c'est le moment d'investir sur les small caps, d'investir, j'imagine, à moyen long terme. Alors, est-ce que c'est le moment? Alors évidemment, je prédis pas l'avenir, etc. Mais j'aime bien me mouiller quand même, parce que c'est un petit peu l'objectif. Je pense que c'est pas encore le moment, mais je pense que oui, il va falloir s'y intéresser dans quelques temps. Moi, j'ai deux niveaux, clairement sur les small caps. J'ai le niveau, donc effectivement, de 2007, qui est le niveau aux alentours donc, des 10 000, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, évidemment, j'ai le bas de canal. Voilà, le bas de canal qui est ici, donc potentiellement aux alentours des 8000, 8800, 9000 points. Voilà, grosso modo, c'est une zone, moi, à titre personnel, hein, sur mon portefeuille long terme, sur laquelle, évidemment, j'investirai sur les small caps parce que pour moi l'objectif c'est aussi long terme et l'objectif sera pour moi de rallier après le haut de canal et donc ça nous ferait un espoir de gain fabuleux puisque derrière ce serait un potentiel de gain voilà, de 80-90% sur plusieurs années. Donc même qu'on irait un petit peu plus bas, même si on revenait sur les niveaux ici notamment voilà, de mars-février 2020. Bon, effectivement, on subirait du drawdown, mais malgré tout, je pense que ce sera des opportunités en termes de valorisation pour un portefeuille long terme. Hein. Donc, encore une fois, un portefeuille long terme, il faut accepter des moyennes-values latentes. Donc voilà un petit peu pour le CAC et le CAC Small. Donc grosso modo, prudence, encore une fois, hein, je vous remontre le CAC Cash. Prudence, même si pour le moment, encore une fois, hein, je vois tout le monde anticiper. Oui, moi aussi, voilà, Dieu sait que j'ai prévenu depuis le mois de juillet qu'on était dans un mouvement correctif. Pour autant, je considère quand même que tout n'est pas encore totalement joué et je considère même que c'est la clôture mensuelle qui va être très très importante. Regardez pourquoi elle va être très importante, parce que depuis novembre 2022, nous évoluons au-dessus de cette moyenne mobile à 10 mois et là, voilà, on est en train de jouer avec et clairement, je pense que les 10 prochains jours vont être extrêmement importants. Est-ce qu'on va avoir une cassure, hein, et parfois effectivement les cassures derrière on a des corrections de marché plus ou moins importantes quand on clôture en dessous, on le voit là notamment quand on avait clôturé en dessous, derrière on avait une belle correction de marché, donc je ne sais pas, on verra, en tout cas on va y être attentif. Donc on passe aux actions si vous le voulez bien. LVMH évidemment, donc on fait le suivi, hein. Donc on avait le suivi la semaine, donc il y a 2 semaines. Il s'est passé là aussi, bon, plutôt belle lecture, hein, assez content de la lecture du marché. On avait dit certainement une petite congestion avant de revenir tester, et notamment, on avait tracé ici le comblement du gap, ça a été fait, et derrière, ce serait plutôt de la vente. Donc c'est très exactement ce qu'on a eu. Moi, j'ai
toujours, donc on est sur le niveau de support, donc on le travaille, à voir si ça congestionne, pourquoi pas, pour vouer la cassure par le haut, mais moi vraiment, idéalement, j'aimerais bien une nouvelle attaque baissière, pour, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, mais je le répète pour ceux qui ont loupé la vidéo, revenir pour jouer peut-être ce genre de mouvement-là, pour du coup peut-être le dernier trimestre, d'accord, jouer à minima un rebond technique pour revenir jouer les 800 €, donc quelque part, si on arrive à avoir une entrée par là, on aurait peut-être 8 à 10 à 12% à jouer en rebond sur LVMH, parce que, on le répète, LVMH, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une tendance haussière, même si il est vrai que les nouvelles quand même sont un petit peu plus inquiétantes sur le luxe que ce qu'elles étaient il y a quelques mois. Donc on verra là aussi, évidemment, là aussi on évolue sous la M10. On l'a dit en hebdomadaire, on est repassé donc baissier, on voit bien là aussi la moyenne mobile à 10 semaines qui s'est retournée et on est revenu sur ce fameux niveau de support. Donc encore une fois, moi j'aimerais bien revenir un chouïa plus bas et plutôt donc sur ce niveau-là, grosso modo. Ça serait vraiment top pour pouvoir tenter quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est un niveau qui fait à la fois la résistance, support, et en même temps horizontal, et en même temps du support oblique de long terme. Pernod Ricard. Alors, elle aussi, elle a bien corrigé. Pernod Ricard. Alors, quand c'est des graphes comme ça, toujours on me demande voilà, les zones d'investissement. Donc là, il y a beaucoup d'actions, on va moins faire de trading, il y a moins de configurations belles pour du trading, pour pas dire il n'y en a quasiment pas. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer des zones d'opportunité long terme. Parce que, évidemment, j'ai vu qu'il y a déjà 1 ou 2 semaines, il y en a plein qui ont commencé à accumuler du Pernod Ricard. Alors attention, c'est pas parce qu'une action baisse de 10-15% qu'on a tout de suite atteint les niveaux de support. Pour tracer les niveaux de support, de manière simple, ce que j'aime bien faire moi, ça m'appartient, attention, chacun fait comme il veut, c'est vous vous mettez déjà en données mensuelles et vous tracez des supports obliques, voilà, de très long terme et surtout très large. Faut pas hésiter à les mettre très larges. Voilà. Et là, vous avez généralement un rythme, un momentum qui se dessine. Voyez. Et donc pour moi, effectivement, pour que ce soit intéressant, il faudrait que Pernod Ricard revienne dans cette zone ici. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement, on ait quelque chose comme ça. Voilà. Une sorte de mouvement comme ça, d'accord. Une fois que vous avez déterminé effectivement vos zones, et d'ailleurs, vous voyez là, ici, on voit bien, il y a une zone également qui avait fait donc résistance ici, support ici. Donc ce qu'on aimerait, c'est revenir tester pour repartir. Donc après, vous zoomez un petit peu en hebdomadaire, vous affinez un petit peu en hebdomadaire. Donc là, nos zones sont plutôt correctement tracées. Donc on affine un peu, on déplace notre ellipse. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, en daily. Voilà, en daily, on voit bien les zones de rebond ici, rebond, tout le long. On voit bien que c'est une zone oblique de prix qui a formidablement bien résisté. Donc après, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est le rythme de la baisse. Voilà. Au même titre que là, on pouvait difficilement prévoir une chute aussi violente, on ne peut pas prévoir le fait qu'il va y avoir potentiellement un rebond technique. D'accord ? Le mouvement de prix peut continuer ici en ligne droite, comme peut évidemment faire un rebond technique, revenir tester des zones et repartir à la baisse avant de... Voilà. Mais nous, de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le mouvement intermédiaire qui va être construit, ce mouvement-là ne nous intéresse pas. Ce mouvement-là ne nous intéresse pas parce qu'on estime que le ratio gain-risque n'est pas assez élevé. Donc nous, ce qu'on va chercher, comme d'habitude, c'est quoi qu'il en soit, de revenir en effet dans cette zone ici. Grosso modo, je trace les listes, on affinera après si vous voulez, on fera un suivi, il n'y a pas de problème. Et on va espérer que le prix revienne dans cette zone, là-dedans construise une congestion, casse la congestion par le haut et reparte. Et nous, ce qu'on va trader, comme d'habitude, vous le savez, c'est la congestion qui est ici. S'il n'y a pas de congestion, parce que des fois il n'y a pas de congestion, et que c'est une bougie, par exemple, à forte volatilité, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait comme ça, directement, à ce moment-là, on attendra la correction intermédiaire, c'est-à-dire on attendra la consolidation avant de jouer comme ça. Donc on attendra la consolidation intermédiaire ici pour pouvoir prendre une position.
D'accord? Donc, idéalement, plus elle est bas, mieux c'est, parce qu'on a un ratio gain qui va être plus grand. Mais si on l'a pas et qu'on veut absolument rentrer sur Pernod Ricard, on va attendre une consolidation intermédiaire. Vous pouvez avoir également une consolidation intermédiaire sur un inside day. Vous voyez, ça marche bien, ça aussi. Je vais chercher... alors, pardon, c'était pas travaillé, mais... voilà. Typiquement, on va chercher ce genre de config, vous voyez. Là, vous avez la baisse. Tac, d'accord. Ici, on a le rebond technique et on a la consolidation intermédiaire ici, avant de repartir à la hausse. Et donc, nous, ce qu'on va potentiellement chercher à trader, si on n'a pas la congestion, bon, là, il y en avait une quand même un petit peu, mais si on ne l'a pas, grosso modo, on va attendre ce genre de choses, là, ici. Ça, c'est des zones d'entrée, parce que là, effectivement, alors là, je fais la météo de la veille, mais vous avez l'habitude, je vous le montre tout le temps, c'est pas très grave. Là, clairement, on peut trader la cassure ici d'un pivot, du pivot des 102,90, en mettant un stop sous le dernier creux ici. Ça nous fait évidemment un stop très court, puisque ça fait un stop à, allez, 1,5-2%, pour aller chercher derrière un gros mouvement. Et là, pour le coup, regardez, sur Pernod Ricard, voilà, c'était un mouvement fabuleux. D'accord? Vous me direz en commentaire si c'est pas clair, hein, des fois, je suis tellement dans mon délire que, que ça peut être un peu moins clair peut-être. Voilà pour Pernod Ricard. Ok, donc pour le moment, pour moi, oui, il peut y avoir du rebond technique. Oui, effectivement, on revient, on le voit sur un support intermédiaire. Hein, voilà, on le voit, hein, qu'avait fait résistance ici, support ici. Donc on peut générer du rebond, mais pour moi, c'est du rebond que intermédiaire. C'est vraiment des petits mouvements qu'on peut jouer. On revient sur le domaine du luxe avec deux actions. La première, c'est Kering. Kering qui est revenu sur ma zone de long terme. Alors, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a bien longtemps déjà, de cette zone ici de support oblique, support. C'est un moment clé. Et j'en avais parlé dans ma vidéo ici du 7 juillet. Donc j'avais dit, attention, l'objectif c'est de revenir dans l'ellipse. Eh bien écoutez, on est revenu strictement dans l'ellipse. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça va construire. On le voit sur les trois dernières bougies. Alors la dernière bougie, là, au moment où on se parle, on est entre midi et 2, donc évidemment les cours ne seront pas ceux que vous verrez à la clôture, mais on est pile sur le support oblique. Donc moi, ce qui va m'intéresser, et on voit, il y a des réactions, il y a des acheteurs, il y a des bougies bleues qui apparaissent, on voit, le titre a du mal à baisser. Est-ce que ça va lâcher ou est-ce que ça va rebondir? J'en sais rien. Mais on va observer. Et c'est le marché qui va nous dire les probabilités. Donc deux possibilités. Soit vous attendez tout simplement une réduction de la volatilité supplémentaire pour jouer la cassure. Soit vous tracez évidemment une oblique. Voilà, et vous vous dites, bah, moi c'est simple. Tant qu'on ne casse pas cette oblique-là par le haut, eh bien je patiente. On peut également se dire, moi, j'attends la cassure de ma moyenne mobile. Vous voyez, on voit la moyenne mobile à 10 jours, elle est baissière. Toute cette zone-là, on le voit, elle est rouge. Donc on peut se dire également, moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, voilà, et que celle-ci ne s'aplatit pas, on ne prend pas de position. Si c'est le cas, et si on a l'opportunité, on attend qu'elle s'aplatisse, que les cours repassent au-dessus, et potentiellement, on trade tout ça avec jumelé la cassure de cette oblique baissière qui est ici. D'accord ? Donc voilà. Par contre, oui, sous les radars, Kering. Et là, évidemment, hein, admettons qu'on ait un point bas long terme, voilà, l'opportunité, elle est grande, hein, puisque, alors, sans parler de revenir sur les derniers plus hauts, on aura un objectif raisonnable et raisonné qui serait grosso modo de revenir, allez, on va dire, dans cette zone-là. Hein, ce serait pas exceptionnelissime hein, de faire, après une baisse de 43%, ce serait pas déconnant totalement de faire un rebond technique de 20%, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on potentiellement on va essayer de jouer. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre, hop, ma petite alerte moi aussi. Voilà, et on verra effectivement, une fois que l'alerte est déclenchée, s'il y a quelque chose à jouer sur Kering. Autre action intéressante dans ce secteur-là, évidemment, c'est Dior. Christian Dior, qui est une action un petit peu moins mise en avant, mais qui est une action de qualité. Donc toujours la même chose. Ça, vous le savez, je vous le dis souvent, lorsqu'on casse le top historique, attention. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé aussi sur Christian Dior. On a cassé le top et derrière, on a construit une figure de retournement. La figure de retournement, vous l'avez vue, vous la connaissez, c'est une épaule, tête-épaule.
Voilà. Vous la voyez, pour celles et ceux qui ont l'œil un petit peu initié, alors elle n'est pas... Une épaule tête-épaule n'est jamais comme dans les livres, hein, faut le savoir, mais elle est ici. Là, vous avez l'épaule gauche, hop, je le mets peut-être en d'une autre couleur, voilà. Vous avez ici l'épaule gauche, vous avez ici l'épaule droite, pardon, vous avez ici la tête, et vous avez ici potentiellement l'épaule droite, d'accord? Donc on a vraiment une belle ETE, voilà, avec une belle ligne de cou là. Et donc effectivement, à partir du moment où on casse, alors il y a toujours deux objectifs, hein. D'abord le premier objectif c'est vous reporter effectivement la hauteur de l'épaule, et après vous reportez éventuellement la hauteur de la tête, et on voit éventuellement que la hauteur de la tête nous renverrait sur ce niveau-là, hein, grosso modo des 670 euros. Est-ce que c'est le moment d'investir sur Christian Dior, puisque c'est évidemment la question que vous pouvez légitimement vous poser. Alors, je vais faire le même exercice que j'ai fait sur LVMH hein, et sur Pernod Ricard d'ailleurs, c'est que voilà, vous vous mettez en mensuel, voilà ici, et vous tracez des canaux. Alors, il peut y en avoir plusieurs, puisque là, on voit qu'on a un titre qui a accéléré, d'accord, mais voilà, si on se base, vous tracez votre petit canal, là on le voit, hein, c'est une zone qui avait fait, hop là, pardon, j'ai mal tracé, je vais recommencer. Voilà. Voilà. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on le voit, on revient là par contre sur un niveau qui est de support. Voilà, oblique. Donc on voit aussi qu'on est quand même sur une espèce de... Voilà, sur une espèce de biseau ascendant de long terme. Donc ça, c'est plutôt quand même inquiétant. Donc, on est sur un support, ça se surveille, mais attention quand même, d'accord? Parce que si le biseau descendant lâche, après, derrière, les zones intéressantes pour investir, elles sont là. Grosso modo, ce serait aux alentours des 500. Donc, on revient, on affine. Maintenant qu'on a affiné, on revient. Donc là, effectivement, on est sur un niveau de support intéressant. On ne se presse pas. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des signaux d'achat? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a la mise en place d'une congestion? Oui, on peut le dire. On peut dire que c'est en train de construire. On voit des bougies de plus en plus petites. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Pas encore, mais là aussi, à l'image de ce qu'on s'est dit sur, voilà, sur Kering, vous voyez, on peut dire qu'on a la construction. Voilà, donc strictement pareil que sur Kering. Ce qu'on va surveiller, c'est le prolongement de la correction pour voir ça. A contrario, on lâche cette zone-là. Donc on vient à lâcher notamment la zone des 671. Donc j'ai un support intermédiaire qui est ici. On lâche les 671. Pouf, derrière, le prochain niveau important de support, hein, je peux le mettre même un peu plus large, c'est le niveau qui va de 480 jusqu'à 520. Et là, on verra. D'accord? Mais quand même... Le scénario le plus probable à ce stade, c'est qu'à partir de là, on construise, qu'on casse par le haut et qu'on reparte à la hausse. D'accord? C'est quand même le scénario le plus probable. Si ça casse par le bas, ce sera un retournement de plus moyen terme et donc effectivement, on commencera à parler de consolidation un petit peu plus profonde. Donc voilà pour notre ami Christian Dior. On va chez après Christian, on va chez Rémi. Rémi Cointreau, donc pareil, hein, une valeur qui a quand même grosso modo beaucoup baissé. Alors attention, hein, Rémi Cointreau, je sais que c'est une valeur qui est très appréciée. Fondamentalement, ça reste une valeur quand même qui est... tiens, on va regarder. Pour moi, hein, c'est quand même une valeur qui est quand même bien valorisé, c'est pas forcément non plus RCO, et c'est pas forcément plus voilà, c'est pas forcément la meilleure action fondamentalement quand même, hein. Donc on le voit en termes de valorisation, ça reste encore sur des niveaux de valorisation élevés. Voilà, on a sur une croissance quand même qui est intéressante, mais pas non plus délirante. Bon, c'est une action par contre profitable, il n'y a pas de problème. Mais voilà, attention, c'est pas non plus la pépite toujours que tout le monde décrit, même si ça reste une belle valeur de moyen long terme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, plutôt acheter sur repli, hein, Rémi Cointreau. Donc on avait décidé cette figure elle a cassé par le bas, donc c'est plutôt inquiétant. J'efface tout ça, je fais du propre.
et je me mets sur les unités de temps longues. Là aussi, on se met en mensuel et on regarde un petit peu ce que le graphique nous propose. Le graphique, il nous propose quoi? Il nous propose, voilà, on va se mettre là, voilà. Idéalement, vous voyez, voilà, le graphique, il nous propose ça. Donc, vous voyez, on a encore une marge un petit peu plus supplémentaire. Donc, on avait effectivement ici un canal avec un support oblique. Donc, vous voyez, il y a deux zones ici. Donc, beau support oblique, d'accord. Et voilà, il y a encore un petit peu de marge pour moi. Mais encore peut-être 10% encore à aller gratter, ce serait dommage. Donc on peut investir hein, dès maintenant, il n'y a pas de problème. Hein, chacun fait comme il veut. Hein. Encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je me dis que quand même, voilà, à proximité, donc on aura en même temps potentiellement la M200 hebdo mensuel qui va baisser. Et là, potentiellement, on pourrait avoir, voilà, alors même si on peut avoir un robot technique, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Voilà. Et là, par contre, ça peut être intéressant de venir dans cette zone-là. D'accord. Donc pour moi, la zone, elle est un chouïa plus basse. Je reviens donc en données journalières. Voilà, elle est un chouïa plus basse. Voilà, donc on verra. Là aussi, je vais me mettre une petite alerte, vous voyez. Je vais me mettre une petite zone. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Des fois que ça sonne, ça peut être une opportunité, on verra. Je me mets la petite alerte. Donc voilà, si on revenait dans cette zone-là, pourquoi pas tenter quelque chose. Là, ça ressemble beaucoup à... Évidemment, hein, ça ressemble beaucoup à Pernod Ricard avec une grosse chute. Hein, donc c'est quand même un sacré drawdown. Hein, Rémi Cointreau. Moins 44%, hein, ça fait mal quand même. Donc voilà pour Rémi Cointreau. Interparfum, elle a beaucoup aussi été chahutée, celle-ci. Interparfum, donc on est effectivement sur une valeur, là aussi, toujours pareil, hein, cassure du top, là aussi, vous le savez, je vous le décris tout le temps. Cassure du top, c'est là où tout le monde vous dit qu'il faut acheter. Non, on n'achète pas les cassures du top. Sinon, derrière, oui, on a toujours un petit mouvement, des fois spéculatif, mais derrière, on a de la conso et pouf, derrière, ça retrace. Donc attention à ça. Je dézoome. Là aussi sur mon niveau long terme, donc on se met en mensuel, hein, d'accord, très bien. Donc en mensuel, on voit que c'est une entreprise qui avait fait effectivement une belle conso, voilà, une belle consolidation à plat avant de, voilà, je fais la météo de la veille, mais c'est pas grave. Vous voyez, on avait une belle conso à plat avant de casser par le haut et ensuite d'attaquer un bull market. Donc, on trace les zones de repli. Alors il est un peu, c'est vrai qu'il est un peu brutal là ce canal, mais c'est pas grave, on trace les zones de repli, voilà, on va se mettre comme ça, et pour moi, vous voyez, sachant que déjà on a une oblique quand même qui est assez abrupte, on va dire, pour moi, grosso modo, hein, il n'y a pas forcément grand chose à faire avant cette zone là, voilà, minimum. Donc je pense que voilà, le niveau 46, 47 peut être un niveau potentiellement intéressant. Vous voyez toute cette zone-là? Voilà. Donc on va voir. Est-ce que, pour moi, ça c'est un rebond technique dans la baisse? Pour moi, hein. Pour moi c'est un rebond technique. Ça c'est un rebond technique dans la baisse. On va dessiner un biseau, on va dessiner, je ne sais pas ce qu'on va dessiner. Mais derrière, certainement, on aura une nouvelle attaque baissière. Exactement comme on l'avait eu ici, vous voyez? Là on a la baisse. Ici, on a la consolidation intermédiaire, une nouvelle chute. D'accord? Consolidation intermédiaire, une nouvelle chute. Et là, par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir si, à contrario, plutôt que de faire un mouvement comme ça, on verra si on a la capacité de faire, par contre, un mouvement comme ça. Et là, ce sera une prise de position. Puisque là, ce sera effectivement un retournement. Vous voyez, c'est pas du tout la même figure. Ok? Donc, rien ne presse pour Interparfum. On pourrait même revenir sur l'ancien niveau de support ici. On pourrait même revenir ici avant de rechuter, que ce ne serait que du rebond technique. D'accord? Donc, pour les traders, pourquoi pas, hein, trader qui veut jouer 5, 8, 10%, pourquoi pas. Pour l'investisseur, honnêtement, je jouerais la correction supplémentaire. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est que mon petit avis perso. Hein. Évidemment, je peux me tromper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'opportunité ici serait bien meilleure que l'opportunité là. Ça, c'est sûr. Elia Group. Alors, c'est une valeur que j'aime beaucoup, moi, mais c'est vrai que bon, elle est en difficulté. Par contre, ce qui est intéressant sur Elia, alors, la figure est un peu complexe.
On avait déjà une zone de support effectivement horizontale qui était ici, aux alentours des 107, 107,50 euros. On a fait maintes reprises support, on l'a cassé, on a fait le pullback. Alors, ce qui n'est pas affreux, c'est que par contre, on est sous une zone de résistance oblique qui est parfaitement tracée. Donc, je fais un peu le ménage et ce qu'on peut potentiellement également voir, c'est que voilà, on bloque également, je vais le mettre en rouge, sous un ancien support. Voilà, on va la mettre en rouge. Voilà, on bloque dans tout ça. Donc, pour moi, on avait fait la congestion qui était pas mal, mais là, ça se complique. Donc, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 106, tant qu'on ne casse pas cet oblique en rouge, il faut rester vigilant. Alors, je suis d'accord, hein, c'est une belle valeur, un peu cher quand même encore, mais par contre, c'est une belle valeur. Et il faut patienter. S'il y a une baisse, où c'est que supplémentaire, où c'est que sont les niveaux d'investissement, là aussi on peut se mettre en mensuel et on peut essayer de voir effectivement si on trouve des niveaux de support un petit peu intéressants. Voilà, alors effectivement on l'a là. Voilà. Donc on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. À voir, c'est pour ça qu'il y a une zone de résistance. Donc on n'est pas loin, mais j'ai pas de signal. Voilà, j'ai pas de signal, donc l'oblique je l'ai déjà tracé, ça sert à rien de la retracer. Voilà, peut-être qu'il va falloir faire une nouvelle attaque baissière. Il va falloir casser le bas ici une dernière fois avant de tenter quelque chose. Donc on verra à la cassure du bas, je me mets une petite alerte aussi, on verra la cassure du bas qui correspond en plus à un support ici. On verra la cassure du bas s'il y a quelque chose à tenter. Mais pour le moment en tout cas, j'ai rien. Si j'avais fait la vidéo la semaine dernière, je vous aurais dit qu'il y a une congestion en place et qu'il faut surveiller la cassure, notamment la cassure des 107, mais de toute façon, elle n'aurait pas eu lieu, donc on ne se serait pas planté, quoi, pour le coup. SES Imagotac, donc j'avais proposé un plan là, il y a 2 semaines. Le plan, c'est d'acheter au-dessus des 111, donc ça a été réalisé. Objectif pris, mais là on voit que depuis, pouf, on revient, donc on revient combler, on va revenir très certainement combler le gap au niveau des 111, 112, et après on verra. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par la valeur, je nettoie un peu tout ça, mon plan, etc. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par la valeur, ce qu'on va désormais attendre, c'est un repli sur cette zone-là pour jouer là. On a également le support oblique qui est ici, qu'on avait tracé, là, voilà, qui peut être une zone. Donc la zone éventuellement à suivre, c'est la zone des 111, 112, 113. Si on a effectivement un signal de retournement là-dedans, cassure du plot de la veille, cassure d'une moyenne mobile courte, la 7, la 10, celle que vous voulez, effectivement, ou d'une oblique. Si d'ici là on a tracé une petite oblique, de cette oblique-là, effectivement, on peut tenter de prendre position à l'achat avec un stop sous le dernier creux pour viser le dernier plus haut ici, et ensuite on visera l'entrée de gap et la fermeture qui est là-haut. Voilà. En gros, le plan qu'on peut faire, assez simple, mais voilà. Et il faut qu'on ait tout ça en visu. On a cassé la moyenne mobile. Donc pour le moment, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est patienter. SMCP, alors ça me fait mal au cœur, hein. Je sais que il y a des gens qui sont dedans, notamment des amis, que je profite pour saluer, parce que c'est jamais rigolo quand on croit à un dossier qui peut être un dossier de qualité d'ailleurs, hein, comme SMCP, et que derrière voilà, on prend une retrace incroyable, hein, quand même, de 60%. Donc j'espère qu'il y aura à minima du rebond technique pour que ces personnes-là puissent à minima alléger. Donc pour moi, voilà, il y a le rebond technique qui est en place. Le rebond technique pour moi peut s'opérer jusqu'aux alentours des 4,70 €, 4,80 €, voire même les 5 €, revenir dans cette zone là. Après on verra si le titre est capable d'aller plus haut, mais les probabilités quand même, il faudra faire attention, les probabilités c'est quand même de repartir à la baisse, parce que pour moi on fait un rebond, alors pas n'importe où, mais pour moi on n'a pas atteint quand même des niveaux de support long terme, qui serait plutôt le niveau des 3 €. Donc attention, s'il y a du rebond technique et que donc vous en profitez, il faudra faire attention de guetter s'il y a un signal de retournement, et là faire attention, peut-être pas tout lâcher, mais en tout cas rester vigilant et peut-être alléger une bonne partie de la position. J'ai pas grand chose à ajouter honnêtement sur ce titre là, si ce n'est que voilà, je compatis
je compatis à la douleur de celles et ceux qui sont investis sur ce titre. Essilor. Alors, Essilor est intéressante. Alors, déjà, elle est intéressante. Je vous la montrer aussi fondamentalement. C'est une valeur que j'apprécie. Essilor. Donc, fondamentalement, hein, c'est une société quand même qui est, voilà, qui est super intéressante, je trouve. Voilà, fondamentalement, c'est une société qui a du sens. Donc on est sur la distribution de verres, de montures, hein, de lunettes. Donc voilà, c'est une action qui est en pleine croissance, qui n'est pas cadeau hein, en termes de valo. C'est pour ça qu'un achat sur repli peut être opportun. Mais voilà, par contre, c'est quand même une évolution, une croissance du chiffre d'affaires qui est exceptionnelle, du résultat net qui est exceptionnelissime. Voilà, une action très profitable et très certainement que ça va continuer, évidemment. Par contre, je vous avais montré dans une vidéo il y a bien longtemps déjà. Peut-être ça datait de fin 2022 et je vous avais dit que ce qui m'intéressait, d'ailleurs il y a ma petite alerte qui est là, ce qui m'intéressait c'est si on revenait à proximité de l'ellipse. Donc l'ellipse je vais la remonter et donc toujours la même voilà, toujours le même objectif baissier, c'est-à-dire revenir sur cette zone là. Si effectivement on revient sur cette zone là, donc on va casser le bas, idéalement casser le bas pour créer un petit peu de liquidité, toujours le même cinéma. Donc idéalement, un rebond technique à partir de ce niveau-là, on casse le bas, on crée de la liquidité, on fait la congestion et à ce moment-là, on relance. Donc ça peut être vraiment top. C'est ce que j'attends. Voilà, pas plus de choses à se dire. Pour moi, ici, là, c'est pas des niveaux intéressants. Le ratio gain-risque est pas assez intéressant. Parce que là, voilà, si vous prenez position là, vous allez viser quoi, 10%. Vraiment, hein, si on revenait pratiquement sur ce niveau-là de mai, donc pour moi, c'est pas assez intéressant. Par contre, prendre position ici aux alentours des 160 grosso modo pour viser effectivement 15 ou 17% de performance avec un stop à 3-4%, là par contre, ce serait intéressant. Donc, Essilor, en résumé, oui, fondamentalement, oui, graphiquement, puisque c'est une tendance haussière long terme, mais est-ce que j'ai de quoi mettre en place un plan? Eh bien, la réponse à ce stade-là, du moins, c'est non, pas encore, donc on va encore patienter. On va sur une bancaire. Et la bancaire, c'est donc Société Générale, donc qu'on ne présente plus. Donc Société Générale qui a accusé le coup avec la présentation d'un plan stratégique qui a déçu. Alors toujours pareil, hein, je pense sincèrement que le même plan stratégique proposé chez une autre entité bancaire aurait été vu différemment. Mais Société Générale, malheureusement, pâtit, je dirais, d'une réputation depuis 2008 qui est quand même très complexe. Et dès qu'il y a un tout petit peu d'incertitude sur ce titre-là, ça n'hésite pas à larguer. Maintenant, pour moi, Société Générale est dans un range de toute façon, hein, depuis un petit moment. Pas grand chose à faire. Une action à acheter plus sur repli. Et repli, il pourrait y avoir, si on revenait toujours pareil, dans cette fameuse zone des 20 € grosso modo. Donc moi, Société Générale, pour moi, on est un petit peu au milieu du gué. Zone de vente plutôt aux alentours, toujours pareil, aux alentours des 25-26. Zone d'achat plutôt aux alentours des 18-20 €. Voilà, pour moi c'est plutôt ça. Donc là, on va entamer un mouvement plus complexe. Voilà, quelque chose qui devrait ressembler à ça, je pense. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis pas forcément hyper fan voilà, de ce niveau d'achat là. Maintenant, après, il peut y avoir une congestion. Hein. S'il y a une congestion, voilà, mais c'est du trading, hein, on est d'accord. Hein. S'il y a effectivement une congestion qui se met en place ici, avec une espèce de tasse avec anse, une belle réduction de la volatilité là-dedans, on pourra jouer un petit mouvement pour aller notamment chercher là, le comblement du gap, hein, évidemment. Mais c'est du trading. Voilà. Pour de l'investissement long terme ou même de l'investissement moyen terme, je préférerais qu'on ait effectivement le même signal et la même congestion qui est ici potentiellement. Je préférerais qu'on l'ait plutôt dans cette zone-là. D'accord ? Carmat, donc c'est spéculatif. Alors attention, hein, quand je dis spéculatif, là c'est pareil, hein, donc quand on parle des biotech, c'est toujours des sujets compliqués. On l'a vu notamment avec CrossJect. Hein, on sait que dès qu'on parle de sociétés qui sont, dans lesquelles les investisseurs
des investisseurs croient tout de suite, ça peut heurter les sensibilités. Si c'est le cas, et si parfois dans mes tweets ou dans mes vidéos je heurte la sensibilité de certains fans de certaines biotech, je m'en excuse par avance parce que c'est jamais le but, très sincèrement c'est jamais le but. Mais par contre ce que j'essaye de vous dire, c'est toujours de dire vous croyez dans une société. Et vous avez très certainement toutes les raisons d'y croire, parce que j'imagine que celles et ceux qui ont fait leur étude l'ont faite sérieusement et se basent sur des critères fondamentaux et de news qui sont effectivement valables et utiles. Pour autant, je reste persuadé qu'il faut faire attention et toujours avoir conscience qu'il y a une part d'incertitude dans n'importe quelle action dans laquelle vous allez investir. Et j'ajoute une biotech d'autant plus, puisqu'on le sait, les biotech sont quand même soumises beaucoup aux news. Il faut avoir toujours ça en tête. Et vous avez beau croire en Carmat, Project, Biofities ou je ne sais pas quelle entreprise là-dedans, ou Medencel par exemple, que je connais bien. Ça pourrait être des sociétés avec un potentiel. Il y a des infos qu'on ne connaît pas toujours sur ces entreprises, même sur les grosses d'ailleurs. Et donc toujours avoir cette part de conscience de se dire « et si je me trompais ?» Voilà. Et s'il y a quelque chose, pas si je me trompais, et s'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Et on le voit notamment sur des dossiers comme Adosia, etc. Il y a eu de la spéculation, des dossiers qui ont explosé. Beaucoup conservent en se disant ça va aller jusqu'au ciel, n'allège pas, etc. Et puis derrière, on a le retracement qu'on a sur notamment Adosia avec une valorisation qui a été divisée par 2 en quelques jours. Donc voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que au même titre que, et encore une fois, je m'en excuse si je peux heurter parfois la sensibilité des gens qui sont fans de certains dossiers biotech, ce que je comprends encore une fois, mais aussi quelque part, la sensibilité que j'essaye de heurter, c'est aussi pour vous dire, oui, vous y croyez, oui, vous êtes compétent, oui, vous avez toutes les raisons d'y croire, mais quand même, dans une part, moi je veux bien, mais toujours dans un coin de votre tête, vous dire, il y a aussi une possibilité qu'il y ait une info que je n'ai pas, d'accord? Et donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et toujours se dire, attention, si ça se passe mal. Si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer pour moi et mon portefeuille? Voilà. Ça se passe bien, très bien, c'est génial, et encore une fois, je serai le premier heureux si sur Crossject et sur d'autres dossiers biotech, voilà, et Crossject est un dossier que j'adore, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est un dossier voilà. Mais malgré tout, c'est un dossier où les tailles de position, lorsque je trade Crossject, je fais extrêmement attention parce que je sais que même si c'est un dossier que j'adore, il peut y avoir une news que je ne connais pas et qui peut venir me flamber. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour voilà, essayer d'apaiser les débats et encore une fois... Voilà, tendre la main en ce sens et essayer plus d'apporter quelque chose d'intéressant en vous disant les dossiers sur lesquels vous croyez, parfait, vous êtes très certainement compétent, mais toujours avoir en tête qu'on peut également avoir des infos qu'on ne connaît pas. Bref, Carmat, pardon. Effectivement, c'est un dossier. Alors, c'est un dossier compliqué, hein, Carmat, mais c'est un dossier effectivement qui peut être intéressant. Alors, c'est fondamentalement, c'est pas forcément le top du top. On revient sur je me mets en mensuel. Voilà, on revient sur un niveau, hein, si on le trace ici là. Vous voyez, on revient sur un gros niveau et il y a une grosse congestion. Donc effectivement, il y a un mouvement spéculatif, mais spéculatif, encore une fois, dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Hein, ça juste, pour moi, spéculatif, ça veut dire que on peut être soumis aux news et à la hausse comme à la baisse, on peut subir une grande volatilité. Et donc, sur Carmat, en effet, on peut subir de la volatilité. Preuve en est d'ailleurs, en 2 jours, hein, Carmat a fait un rebond de 15%. Donc, c'est pas rien, en 2 jours, le titre peut avoir une volatilité de 15% et parfois plus. Donc, pour moi, c'est positif, en ce sens qu'effectivement, il faut faire attention, c'est un dossier sur lequel il y a 100 000 euros échangés aujourd'hui, vous voyez, par exemple. Mais c'est positif en ce sens qu'on a briqué. Ce qu'on va désormais surveiller, c'est éventuellement la congestion pour vouer un nouveau mouvement spéculatif. D'accord ? Voilà ce qu'on va jouer au niveau de Carmat. Donc attention, pareil, au niveau de la taille de position, faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Je joue le jeu, je montre des dossiers spéculatifs avec moins de liquidité, etc. De grâce, jouez le jeu vous aussi en vous disant si je suis intéressé,
Tino l'a bien expliqué, il m'a dit de faire gaffe à la taille de position, etc. Donc je fais attention et je ne me laisse pas emporter bêtement sur le titre. Si ça se passe mal, je coupe. Voilà. Donc dans le secteur de la santé, on en a une pour le coup plus grosse. Hein. Donc on avait proposé un peu, c'est Sanofi, on avait proposé un plan il y a... ça devait être mi-août, que j'ai pas touché. Alors on a vu le premier TP qui avait été atteint là, donc c'était pas mal, hein, toujours le même setup, hein, je vous le présente régulièrement, cassure d'oblique, congestion, et derrière voilà. Mais après c'est pas nerveux, hein, Sanofi c'était pas un gros objectif, puisqu'on avait un objectif de gain au premier TP de 5,74. Donc on peut pas dire que c'était un objectif de gain extraordinaire sur ce titre là. Donc voilà, Sanofi, hein, grosso modo, ouais, Sanofi, pour moi, il faut attendre une conso intermédiaire. Hein. Là aussi, hein, donc je vais effacer tout ça. Pour moi, il y a un peu trop de volatilité, mais on dirait que ça veut construire. Donc pour moi, on est au départ hein, d'une figure un petit peu plus moyen terme. Donc je resterai grosso modo en observation sur ce titre-là. On a un niveau de support qui a été mis ici. Apparemment, donc on verra là aussi si on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça avant de repartir. Donc à suivre, hein, par contre, c'est évidemment un titre très haussier. Je pense que Sanofi va venir retester les tops. Et je pense qu'on peut avoir effectivement quelque chose qui peut être, voilà, avant, voilà, quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on avait eu lors de la cassure du top ici d'ailleurs. D'accord ? Donc pourquoi pas. On part chez nos amis américains. Et d'ailleurs, en parlant de nos amis américains, donc je vous rappelle, hein, je vous remets le lien. Je vous remets le lien de la vidéo qu'on a fait la semaine dernière pour les zones des actions US. Donc on a Apple pour lequel on avait fait le suivi. Donc on avait dit Apple, attention, toujours pareil, on casse le top historique, derrière consolidation. Pour moi, Apple, comme beaucoup d'actions américaines, est en train de construire, d'accord? Donc pour moi, on est en train de faire le mouvement dans un potentiel biseau descendant. La M200 est en train d'arriver. Donc tout ça fait que plus le support, la résistance oblique a été cassée, qu'on va venir retester. Donc toute cette zone-là va être importante. Pour le moment, pour moi, il n'y a rien à faire sur Apple. On attend et on observe. On regarde la construction et on regarde comment Apple va construire. Si on a une belle construction, si on a une réduction de la volatilité, que cette réduction de la volatilité casse par le haut, en effet, à ce moment-là, on pourra tenter quelque chose. Donc, pour Apple, très sincèrement, je reste spectateur. Pour Tesla, alors, méfiance sur Tesla. Ce qui me gêne sur Tesla, je fais un peu de ménage. Ce qui me gêne sur Tesla, c'est que c'est qu'on revient, vous voyez, sur ce niveau de résistance oblique. Donc je pense moi que Tesla est potentiellement en train de construire une figure de moyen long terme, voilà, qui est ici. Il y a effectivement ce niveau de support intermédiaire qui est ici, mais grosso modo, pour moi, il faut patienter. Donc soit on fera quelque chose comme ça, soit idéalement, on reviendra sur le support plus bas. Pour ouvrir quelque chose comme ça. Parce que pour moi, à long terme, Tesla, ça reste aussi, d'accord? Donc pour moi, c'est pas du tout une opportunité pour moi, d'accord? Ce qu'on va attendre, c'est effectivement des replis, ici ou ici. Donc la zone potentielle des 206-210 $, ou la zone potentielle un petit peu plus bas, à proximité du support oblique. Ou alors, il y a une troisième hypothèse, si on casse par le haut, on attendra effectivement la consolidation, correction et congestion pour pouvoir jouer un mouvement spéculatif. Dans les trois hypothèses de travail, c'est de la hausse pour moi, c'est de l'achat Tesla, parce que je suis convaincu que c'est une action haussière à long terme. Mais je pense qu'il faut attendre des niveaux clés et il faut attendre surtout des constructions et qu'on les a pas du tout sur Tesla. Encore du moins. Et puis, aux US, avant de passer au titre à suivre, on va parler de Microsoft. Alors, Microsoft, même histoire, toujours pareil. J'ai beau le dire, là aussi, toujours pareil, cassure du top. Je vous dis toujours cassure du top, attention. Et là, cassure du top, pouf, derrière, vous avez vu, vente. Ok. Je serais plutôt intéressé je pense que Microsoft est en train d'entamer là aussi une consolidation, correction qui va être assez longue, assez lente, quelque chose qui pourrait ressembler peut-être à quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va être sur quelque chose qui va faire comme ça. Voilà.
avant de repartir vers le haut. Donc là aussi, je serai plutôt attentif. Pour moi, il n'y a strictement rien à faire. Il y a trop de volatilité, il n'y a pas de construction. Et je reste convaincu qu'on est au début. Voilà, on est au début. Alors, est-ce que, je sais pas, hein, voilà, est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on a une conso un peu comme ça, voilà, quelque chose qui va être, on affinera, hein, là, évidemment, je joue à Steven Spielberg, mais on verra si, potentiellement, on a un biseau descendant et une construction beaucoup plus moyen-long terme, qui soit comme ça, qu'on casse, et avant de repartir à la hausse, d'accord? Ce qui nous ferait voilà, revenir peut-être d'ici la fin de l'année et repartir éventuellement. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, pour moi, Microsoft, en termes de ratio gain-risque, ça ne vaut pas le coup. Et en termes de construction de figures, ça ne vaut pas le coup. Et puis, on va terminer par le titre à suivre. Alors, d'ailleurs, le titre à suivre, c'est un titre qui n'est pas français, qui est belge. C'est D'Ieteren, donc je profite pour saluer les spectateurs belges, puisque je vois dans les stats de YouTube qu'il y en a de plus en plus, ça me fait plaisir. J'adore, j'ai beaucoup d'amis belges, d'ailleurs, que je salue. Toujours très sympa. Donc on a effectivement toujours un peu ce phénomène hein, de biseau descendant, de cassure, de congestion. Donc on a une belle congestion qui se met en place. Donc on va voir. J'aime beaucoup la config. On va voir si ça peut casser par le haut. Est-ce que vous voulez un plan? Oui, j'imagine que vous voulez un plan. Alors, ce qui est un peu embêtant avec D'Ieteren, c'est qu'elle a tendance à faire des mèches. Donc, privilégiez une taille de position un petit peu plus petite. De toute façon, le marché veut ça. Mais des stops en clôture journalière. Donc, je tenterai un achat, en termes de stratégie, un achat au-dessus des 163 €. Je ne connais pas la news flow aussi. Hein. À chaque fois que je présente des sociétés, n'oubliez pas d'aller voir s'il y a des dates de publication, etc. Je mettrai un stop en clôture jour sous les 157. Ça doit faire un stop raisonnable. Ça doit faire un stop à 3%, grosso modo. Et je rejouerai le ralliement ici de l'objectif de cette zone de résistance ici. Puis de cette zone de résistance là. Puis éventuellement, vraiment, si ça se passe bien ici. Donc là, on aurait un ratio au premier TP qui serait de 1 pour 1,5 à peu près. Au TP numéro 2, on aurait un ratio de 1 pour 3 et un petit peu plus même. Et au dernier TP, un ratio de 1 pour 3 x 6, 18, donc un ratio de 1 pour 6. D'accord, voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est assez liquide. Vous voyez, aujourd'hui, on a en moyenne, hein, on a quand même 8 à 9 millions d'euros échangés. Donc de manière journalière, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, ce qu'on pourrait tenter, mais encore une fois, voilà, tout en sachant qu'on est dans un marché quand même difficile, la saisonnalité est difficile. Ce que je voulais vous dire également d'important, c'est que je vous ai posé la question, mais je ne vous l'ai pas peut-être assez dit. J'ai eu des réponses, mais peut-être pas assez, ou alors peut-être ça ne vous intéresse pas. On avait fait, vous savez, l'émission des actions en live il y a quelques mois. Je vous ai proposé d'en refaire une d'ici quelques semaines en live. Hein. Donc en fait, vous vous connecterez en live, c'est gratuit, et bien évidemment, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, ce sera sur la chaîne YouTube. Vous vous connectez en live et vous proposez en live vos actions, et je vous fais l'analyse de vos actions, ou des actions sur lesquelles vous aimeriez investir, pour le long terme également. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire, voilà, c'est pas grand chose, hein, vous me mettez juste action en live, ok pour action en live, c'est ce que vous voulez, mettez-moi un mot en commentaire de la vidéo si vous êtes intéressé, et à ce moment là je le programmerai, on fera la vidéo hebdo du vendredi, et peut-être un dimanche soir, souvent c'est là où les gens sont le plus disponibles, on fera effectivement 1 heure d'émission d'action en live, et vous viendrez en live me proposer vos actions, et évidemment je vous montrerai à la fois comment je les analyse, et surtout les zones d'opportunité pour pouvoir rentrer sur le moyen long terme. Donc s'il vous plaît, c'est pas grand chose, mais voilà, ça me permet d'avoir un retour, voir si vous êtes intéressé ou non. Vous l'avez fait, et je vous en remercie pour l'action US. Ça me permet, voilà, de savoir si potentiellement, sur quel genre de contenu vous souhaitez que je m'oriente, parce que moi je ne fais que me mettre à votre disposition. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Soyez patients, prudents sur les marchés. Il y a du rebond technique, il va y avoir du rebond technique très certainement, je vois que c'est en cours, mais voilà, on reste quand même globalement prudent avec des tailles de position modérées tant qu'on ne repasse pas au-dessus des moyennes mobiles courtes. Je vous embrasse et encore une fois, je vous souhaite
un bon week-end et je vous remercie pour tous vos partages et tous les commentaires voilà, que vous faites. Pour moi, ça me donne énormément d'énergie. Ciao, ciao, bon week-end.